Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est le numéro 18 de la 5e saison et le premier de cette nouvelle année 2025. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous les amis, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année 2025. Mes meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux Antoine. Merci, très bon vœu aussi de quart de siècle, hein, parce que on est en 2025, donc pour ceux qui sont un peu nuls en maths, un quart de 100, ça fait 25. Donc on est quand même. Non mais je voulais pas que tu te sentes mal. D'accord, merci, c'est gentil, c'est gentil. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est que les 25 prochaines années soient bien meilleures que les 25 précédentes que l'on vient de passer. Voilà, ça c'est mon vœu, comme ça d'un paquet d'un coup, hein, et puis on n'en reparle plus pendant 25 ans. Ça te va? Ouais, ça me va. Allez, que OK. les 25 prochaines années soient magnifiques, merveilleuses, qu'on continue à faire aussi des bonnes émissions, que les amis continuent à apprendre des choses et à interagir avec nous, à nous montrer ce qu'ils aiment et tout ça. Moi, je suis partante. Allez, go. Eh bien, très bien, et surtout que cette année, on va changer un petit peu, bah, vraiment un tout petit peu je veux dire la durée de l'émission. Bon, hein, on s'est concerté avec Natacha, on a décidé de passer, de rester finalement à ce qui était l'objectif initial de cette émission sur un format court d'une demi-heure. Parce qu'effectivement, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la chaîne, je lance à côté plein d'autres concepts d'émissions. Si vous n'avez pas vu l'émission avec Lilios qui s'appelle Mi pour les mondes invisibles, voilà, je vous la conseille, vraiment, elle cartonne. Il y a, si on parlait vraiment d'ufologie, on a dépassé déjà les 22 000 vues, et on vous en remercie. Donc, on continuera avec cette émission. Une nouvelle émission aussi qui va arriver avec Violette Valorci, qui sera une émission qui s'appelle Chronique Holistique, donc qui sera aussi une mensuelle, plus mes émissions à côté sur Tolkien Collection. Donc du coup, voilà, on va essayer de revenir à un concept initial avec Natacha, des émissions d'une demi-heure. Alors on dit ça, et puis c'est un vœu pieux, hein, parce que comme on est des très grands bavards tous les deux, on risque de dépasser. Mais en tout cas, voilà, on va se donner cet objectif. Et quel est ton premier sujet, du coup, Natacha? Alors, avant de vous parler de mon sujet, Antoine, les amis, je vais vous demander de vous installer bien confortablement parce que je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Alors moi, comme il fait froid, j'ai ramené mon plaid, j'ai ramené mes coussins, on va faire soirée au coin du feu, soirée où on se raconte des histoires. Antoine, vas-y, mais Oh bah écoute, moi aussi, hein, j'avais mis une petite veste, mais t'as raison, on est en plein hiver. Allez, et regardez, mon beau petit plaid terre du milieu. On est bien là. sympa. Il était une fois dans un univers où les gènes murmuraient des secrets ancestraux. Oui, ça commence bien. Une jeune fille prénommée Mira. Elle vivait dans un royaume, le royaume des Codons, où chaque habitant portait un rôle clé dans l'équilibre de la vie. Mais un jour, les anciens convoquèrent Mira pour une mission spéciale, protéger le Mir 941, un gène mystérieux apparu soudainement et dont la puissance fascinait autant qu'elle intriguait. Mira, dit le sage à RN, le Mir 941 est une clé de l'évolution humaine. Il a permis aux anciens de parler, de penser et de rêver. Mais il est en danger. Les ombres du doute cherchent à le corrompre. Tu dois le guider vers la lumière pour le préserver. Mira, courageuse mais curieuse, accepta la mission. Elle prit avec elle une lanterne d'étoiles et s'aventura dans la vallée des mystères. Bienvenue les amis, bienvenue Antoine, dans notre émission aujourd'hui, Énigme de l'évolution, où, je vous le propose, science et mystère s'entrelacent, rien de moins que ça. Parce que, Antoine et les amis, saviez-vous qu'au cœur de notre génome se cachait
un gène énigmatique? Je suis sûre que non. Moi, je vous parle du gène MIR941. Je viens d'en parler dans la petite histoire. Parce que tenez-vous bien, c'est une pièce unique du puzzle de l'évolution humaine. Je vous jure que c'est vrai. J'ai été complètement bluffée. Il a été découvert lors d'études sur le cerveau. Et depuis ce jour, ce micro-ARN non codant intrigue les chercheurs. Il n'existe, écoute Antoine, écoutez les amis, ni chez les chimpanzés, ni chez aucun autre primate. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est pas tout. Les scientifiques eux-mêmes sont stupéfaits. Contrairement à la plupart des gènes qui émergent graduellement, tranquillement de gènes préexistants, le MIR 941, lui, c'est un gène de novo, c'est-à-dire qu'il est apparu à partir de régions non codantes du génome. Ce gène MIR 941 serait apparu aussi entre 1 et 6 millions d'années et il est, d'après les scientifiques, étroitement lié aux fonctions neurologiques avancées, notamment la communication, l'apprentissage et la prise de décision. Donc c'est quand même des parties qui font de nous aussi essentiellement des humains. Les chercheurs ont également confirmé, excusez-moi, que ce gène est fortement exprimé dans les cellules pluripotentes. Je vous en parle après. Et qu'il joue un rôle essentiel dans la régulation des gènes impliqués dans les voies critiques. Je vous raconte ce que c'est après. Ces mécanismes-là, ce dont je viens de vous parler, influencent directement la différenciation cellulaire et le métabolisme. Alors, on voit qu'il a quand même une importance fondamentale parce qu'une cellule pluripotente, c'est un peu comme l'artiste caméléon de l'organisme, si vous voulez. Elle peut se transformer en presque tous les types de cellules, que ce soit pour former la peau, les muscles ou même des organes comme le poumon, le foie, etc. En gros, elle peut contribuer à bâtir un corps, sauf pour le côté logistique comme le placenta. On en trouve 2 principaux, je sais pas, vous connaissez, tu connais Antoine, les cellules souches embryonnaires, donc les originales qui sont issues des tout premiers stades de l'embryon. Et puis il y a aussi les iPS, ce sont des cellules pluripotentes, je vais y arriver, induites, c'est-à-dire des cellules adultes qui, grâce à un petit tour de passe-passe scientifique, retrouvent leur jeunesse et leur polyvalence. Et donc, ces petites stars de la biologie sont quand même une mine d'or pour la médecine, régénérative. C'est-à-dire réparer les tissus, régénérer les organes, enfin bref, c'est leur dada, quoi. Et les voies critiques, parce que ça, c'est ma partie, explication. C'est le GPS interne, de toutes nos cellules. Par exemple, vous prenez la voie de l'insuline, par exemple, après un bon repas, l'insuline débarque, elle donne le signal pour que le glucose soit absorbé, transformé en énergie ou stocké. Puis résultat, votre taux de sucre, reste sous contrôle et puis on évite les pannes ou les surchauffes. Il y a d'autres voies aussi comme alors ça je sais pas trop le dire, heu, hedge hedgego comme le hérisson en anglais. Hedge hedgehog, ouais, ça doit être ça. Comme le hérisson, qui s'occupe de la croissance et du développement. En gros, ce sont les chefs d'orchestre qui veillent à ce que tout se passe bien dans le corps. Mais moi, je reviens, sur l'apparition du gène MIR941 parce qu'il est apparu au moment pile où nos ancêtres devenaient des as du bricolage. Ouais, enfin, bonjour les outils quand même. Ils inventaient, le bavardage structuré, le langage et se lançaient dans la vie en société. Bref, c'est un véritable booster pour des capacités cognitives et culturelles inédites à l'époque. Mais là où ça devient intriguant, c'est que ce gène chamboule les règles du jeu de l'évolution. Parce que selon Darwin, je vous rappelle, l'évolution, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Des petites mutations s'accumulent comme ça, tranquillement, au fil du temps. Sauf que le MIR 941, avec son apparition spontanée, parce qu'il est arrivé, pouf, comme ça,
Et son rôle clé dans notre cerveau, je viens de vous parler d'un petit peu, des détails tout à l'heure, il semble plutôt avoir pris un raccourci. Un vrai turbo de l'évolution, mais venu d'où exactement? On ne sait pas. C'est une énigme. Et ce n'est pas tout. D'autres bizarreries génétiques nous rendent uniques. Par exemple, la fusion du chromosome 2, parce que là, on parle d'une partie sur le MIR 941, pardon, qui intrigue par son unicité, le fait qu'il soit vraiment un truc, voilà, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est, il est unique. Mais il y a d'autres choses qui nous rendent uniques. Donc la fusion du chromosome 2, c'est une exclusivité humaine, inconnue chez nos cousins primates. Les HAR, HAR, Human Accelerated Regions, j'y arriverai jamais. Pitié que ceux qui parlent anglais ne me fustigent pas. Ce sont des morceaux, tais-toi, je te vois Antoine. Je me suis entraînée, le pire c'est ça, c'est que j'ai fait Google, Translate là, j'ai fait blablabla et au moment de l'émission, c'est mort. Donc c'est des morceaux, les har, hair, des morceaux de génome qui ont évolué à la vitesse de la lumière, qui façonnent notre cerveau et notre corps. Donc attention, parce que Mir 941 n'est pas que le héros de notre évolution. Une étude récente l'a également relié à des maladies neurodégénératives. Alors les maladies neurodégénératives, je vous rappelle, ça peut être par exemple la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Et quand ces mutations s'en mêlent, elles peuvent perturber les régulations des gènes et semer la pagaille. Enfin, vous connaissez un petit peu. Donc c'est une vraie double face. L'allié de notre évolution, mais parfois aussi un fauteur de troubles. Mais alors, je vous raconte tout ça parce que, je pense que vous avez commencé à comprendre un petit peu de quoi il retournait, parce que certains chercheurs émettent des hypothèses un petit peu audacieuses sur l'arrivée de ce gène, comme ça, dans notre génome à nous, et je vous les donne. Et si ce gène était l'œuvre d'une intervention extérieure? Laquelle? Une manipulation des civilisations avancées? D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, Francis Crick, co-découvreur de la structure de l'ADN, avait évoqué la possibilité que la vie sur Terre ait été influencée, et je vous jure que c'est vrai, par des civilisations extraterrestres avancées. Moi, je pense que si Mir 941 était le fruit d'une manipulation ciblée, bah, je pense que ça pourrait un peu expliquer une apparition rapide et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire son unicité. Antoine, je pense que tu es un petit peu d'accord avec moi parce que j'imagine que tu es parti toi aussi dans les récits mythologiques. Ça rappelle un petit peu tout ça, les récits mythologiques où des créateurs, tu vois, des dieux façonnent l'humanité à leur image. Moi, je vous dis, on est au coin du feu là, on se raconte des histoires, mais qu'en pensez-vous? Est-ce que le MIR 941, est-ce que c'est une simple innovation génétique comme ça, qui sort du néant, ou un pont vers une conscience universelle? Eh, il faut s'interroger parce qu'en influençant des fonctions telles que le langage, la planification, le MIR 941, il pourrait ne pas être une innovation biologique. Tu te souviens de Rupert Sheldrake dans sa théorie de la résonance morphique? Il propose quand même que les organismes partagent des champs d'informations invisibles. Tu vois ce que je veux dire? Donc le MIR 941 pourrait agir comme un connecteur entre notre biologie et des réseaux informationnels globaux, accélérant notre évolution et élargissant notre conscience. Ça pourrait être une autre hypothèse. En tout cas, une chose est sûre, le MIR 941 continue de fasciner. Moi, il me fascine,
Antoine, il s'endort pas, il est là, vous aussi, parce qu'entre science et spiritualité, il redéfinit quand même notre place dans l'univers. Le MIR 941, il reste une énigme scientifique et philosophique. Vous êtes d'accord avec moi? Est-il donc le produit d'une évolution naturelle, accélérée, parce qu'on n'oublie pas, il est apparu comme ça, brutalement, ou alors est-ce qu'il témoigne d'une intervention extérieure? Moi, je dis que ce gène pourrait bien redéfinir notre compréhension de l'humanité. Parce que, qu'il soit biologique ou une passerelle vers une conscience universelle, tu trouves pas, Antoine, qui nous invite à réévaluer notre histoire, à envisager un futur où la science et la spiritualité convergent? Allez, je vous laisse avec ça. Ouais, bah écoute, excuse-moi, j'étais bien là au chaud, tout bercé par tes petites histoires de mire, d'étoiles, de paix, c'était chouette, tout. Mais écoute, allez, j'enlève ma cape, je reprends mes esprits, euh, mais bien entendu, Natacha, bienvenue dans mon monde néo-évémériste, parce que là, tu apportes une brique à ce mur de, en tout cas de la connaissance néo-évémériste, qui effectivement part du concept que l'être humain a évolué, bien entendu, à partir de bipèdes terrestres, mais il y a eu une intervention, à un moment donné, extraterrestre, qui fait que, voilà, du jour au lendemain, il y a quelque chose qui est apparu. Du jour au lendemain, il y a eu un gap au niveau de l'intelligence de ces bipèdes qui aurait peut-être fini, au bout de quelques autres millions d'années, par évoluer tel que l'on est aujourd'hui. En tout cas, il y a eu un accélérateur. Et dès tes premières explications, avant même que tu parles de ces hypothèses, de ces chercheurs qui arrivent finalement à la même conclusion, hein, voilà, ça me semblait évident que bien, si j'en avais pas connaissance hein, du MIR 941, je le découvre grâce à toi. Ça devient évident que l'être humain, Homo sapiens sapiens, tel que nous sommes aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est pas une bête évolution soudaine qui s'est produite, c'est une intervention plutôt qui s'est produite de façon à pouvoir apporter ce gène à l'espèce qui allait être ensuite cultivée, élevée, et, et qu'on allait rendre intelligente, on va dire. Eh bien, merci Natacha. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais on y est, on y est dedans. On va pouvoir, on va pouvoir partir 2025 avec des idées de réflexion plein la tête. Mmh, c'est Mmh. fascinant. Ah ouais, complètement. Et puis c'est toujours intéressant quand les explications viennent de scientifiques, parce que là, on peut pas dire oui, ce sont des théories loufoques, ce sont des choses que vous imaginez, mais vous n'avez pas de preuves, etc. Donc les non-scientifiques, les théoriciens, effectivement, construisent à partir d'analyses qu'ils font à droite à gauche d'un certain nombre d'éléments, mais effectivement, on a besoin à un moment donné des scientifiques pour pouvoir rajouter le couvercle de la preuve pour faire de la théorie un axiome. Eh bien, écoute, on va rester... Oui, À toi! bah, oui, toi tu veux la suite. On va rester dans l'espace, Natacha. Est-ce que tu sais ce que c'est que la panspermie? Je savais, oui, j'ai oublié, ça c'est sûr. Mais oui, je savais, oui. T'as pas révisé ton grec ancien? Et on en a parlé déjà. Bah oui, sûrement. Je radote, tu sais, à mon âge. Bah, c'est ça, bah, c'est pour ça, maladie neurodégénérative, MIR 941. Bah oui, pas loin. Donc, panspermie, pense, ça doit être le tout, spermie, c'est la graine. Donc, la panspermie, en fait, c'est un éjaculat spatial, pour faire simple. Ah! C'est quand la planète fait l'amour avec l'espace et va
éjecter des cellules, des formes de vie qui vont ensuite voyager à travers l'espace et venir, comment dire, ensemencer une autre planète et y apporter la vie. En tout cas, c'était une théorie qui avait été développée pour la première fois, imagine-toi, au 5e siècle avant notre ère, par un philosophe grec qui s'appelle, là je suis obligé de lire ma petite note, Anaxagore. Non, mais en Déjà, fait, tu ça vois. rien du tout, tu vois? Pense permis, non, 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 je pensais savoir, mais je dois confondre avec un autre mot. Donc il y a un éjaculat de l'univers. C'est ça. Je vais pas oublier. Ça, Voilà. c'est effectivement. Ça, tu Même t'en si souviendras de celui-là? dit de dégénératif, c'est bon. Je me souviendrai de ça toute ma vie. Quand je serai vieille: «Natacha, tu te souviens, de» tu vois? Une connerie quoi que j'ai faite. Mmh. «Ah non, pense permis, oui, Mais ça». et donc voilà, c'est déjà une théorie qui était en vogue dans la Grèce antique par l'un des plus grands penseurs de la Grèce du 5e siècle avant notre ère. C'est pareil, je ne le connaissais pas, ce monsieur Anaxagore, qui ensuite a été un peu oublié à cause d'Aristote. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est cette notion de la vie traverse finalement l'espace et petites formes de vie qui sont venues ensemencer la Terre, la fertiliser et peut-être être ce fameux bouillon de culture qui a fait que la vie est apparue après par le principe de l'évolution. Alors même si aujourd'hui euh, les scientifiques sont pas forcément encore d'accord avec cette apparition de la vie sur Terre, mais en tout cas sur le fait qu'il y ait des cellules comme ça qui traversent l'espace, eh bien ça a été démontré, et je vais te partager un petit article. Voilà, dans cet article de Lorraine Meige, oui, elle nous dit: des molécules organiques trouvées partout dans l'univers suggèrent que la vie a commencé dans l'espace profond. Et l'univers, c'est un peu comme un immense terrain de jeu, rempli de molécules à base de carbone, connues sous le nom de molécules organiques. Donc là, on a la petite représentation visuelle. Ces petites merveilles pourraient bien détenir les clés de matériaux nécessaires pour que la vie apparaisse. On les trouve un peu partout, que ce soit dans la poussière interstellaire, sur les comètes ou même sur les astéroïdes. Depuis longtemps, elles intriguent les scientifiques qui se demandent comment est-ce qu'elles ont vu le jour et si notre chimie biologique ne viendrait pas finalement de ces lointaines contrées spatiales à travers ces molécules organiques. Alors, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à cette conclusion, nos amis scientifiques? Bien, c'est grâce à toutes les missions qui ont été envoyées. Bien, l'article nous donne un exemple de la dernière mission Hayabusa, mission japonaise, et Osiris-Rex, mission de la NASA, qui ont rapporté des échantillons d'astéroïdes, comme Ryugu et Bennu. Et sur Ryugu, les chercheurs ont découvert au moins 20 000 sortes de composés carbonés, y compris 15 types différents d'acides aminés. Tu sais que les acides aminés, la combinaison d'acides aminés sert à créer la protéine, par exemple. Donc, tout ça, ça pose forcément des questions sur bien l'utilité, sur l'existence de ces composés organiques et surtout leur relation avec notre propre existence à nous. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on peut faire ce trait d'union entre ces molécules qui traversent comme ça, qui survivent au froid spatial, hein, et qui arrivent jusqu'à nous? On a d'autres exemples, hein, comme la sonde Giotto, qui avait analysé la comète Halley en 86 et qui avait trouvé une quantité impressionnante d'espèces organiques. Et donc forcément, la comète, lorsqu'elle passe à proximité de la Terre avec sa longue chevelure, sa longue traînée givrée, lorsque tout ça se disperse, ça vient flotter et c'est attiré par attraction terrestre. Donc, 2015, on a la sonde Rosetta, qui, elle, a atterri sur une comète, la comète 67P, qui a détecté des composés organiques simples tels que la glycine. Et Rosetta a identifié pas moins de 44 composés organiques sur cette comète. Donc, je ne sais pas si
qui avait déjà réfléchi à ça, mais pour moi, tous les astéroïdes, c'était des bouts de cailloux, c'était des roches un peu stériles, il n'y avait pas de vie dans tout ça. Là, on voit que mais il y en a partout. Dès qu'ils vont étudier un bout de caillou, ils trouvent des composés organiques. Donc les scientifiques forcément s'interrogent, hein, est-ce que ces composés viennent de nuages froids, ou est-ce qu'ils se forment près des jeunes étoiles si on ils prennent l'exemple dans l'article d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui date d'environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang, ce qui montre bien que cette chimie complexe existe depuis longtemps dans le cosmos. Donc c'est pas des composés qui sont fraîchement créés, hein, ils ont peut-être la capacité, comme ça, de flotter, d'errer dans l'espace pendant des millions, voire des milliards d'années. Alors, je vais pas vous lire tout l'article, mais qu'est-ce que ça nous pose comme interrogation? Donc la première interrogation, la plus facile, forcément, c'est est-ce que finalement la vie sur Terre, la vie initiale, hein, le substrat, la soupe d'origine, est-ce qu'elle n'a pas été créée grâce à ces milliers de météorites qui, à une époque de la création de la Terre et des astres du système solaire, venaient s'écraser en abondance sur la planète. Du coup, a apporté ces composés organiques qui, au bout d'un moment, se sont composés entre eux pour créer les premiers êtres unicellulaires, etc. Vous connaissez la suite. C'est pas une théorie déconnante, je trouve, hein. Ce serait peut-être même la théorie la plus logique, plutôt que de vouloir dire que la vie est apparue comme ça, mystérieusement sur Terre. Au moins là, ça donnerait une explication. Et ce qui est intéressant comme théorie, si on parle là-dessus, si on se dit finalement c'est comme ça que ça se passe, la naissance de la vie sur une planète, vu que ces composés organiques sont partout, qu'ils errent depuis des millions, des milliards d'années, est-ce qu'ils n'ont pas été s'écraser sur d'autres planètes? Est-ce que finalement la Terre est la seule planète sur laquelle la vie existe? Et est-ce que c'est du délire de se dire que la vie existe ailleurs? Tout simplement. Puis je vous rappelle que la Terre, dans notre galaxie, elle est plutôt en bordure de galaxie. Donc ça se trouve, tu vois, si ces composés organiques viennent du noyau de la galaxie, ils sont venus donner naissance à une vie intelligente, une vie qui deviendra peut-être après plus tard intelligente grâce à l'évolution sur des planètes en premier, bien avant nous. Et si on essaye de recouper, de retomber sur nos pattes par rapport à ton sujet à toi, qui finalement ont évolué avant nous, qui ont atteint un certain degré de technologie, qui leur ont permis de s'affranchir des distances pour pouvoir traverser et voyager dans l'espace, venir sur notre planète, s'apercevoir que la vie avait déjà pris, tu sais, comme dans un jardin où tu plantes tes petites graines, et puis tu vois qu'il y a des petites pousses qui sont là, et puis tu vas faire ton arboriculteur, et puis tu vas essayer de faire en sorte que ta petite pousse, ça devienne une belle plante, en faisant des coupes, en faisant des implants, etc. Mais là, pareil, ils nous auraient implanté un Mi en 941 comme ça, en passant, en se disant on va voir ce que ça donne, parce qu'on avait essayé le 940 avant, ça n'avait pas marché. On essaie le 941 sur cette planète, et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Moi, j'aime bien imaginer les théories justement de manipulation génétique et ce genre de choses. J'avais déjà entendu parler il y a pas mal de temps quand même, hein, de composés comme ça organiques qui viendraient justement des météorites et qui seraient écrasés sur la Terre et disséminant un petit peu la vie. Et je trouve ça intéressant que tu aies pu avoir un article qui l'approfondissait, en fait, et qui nous montrait des éléments tangibles de tout ça. Donc, moi, après, évidemment, avec mon imagination fertile, je suis en train de créer un tas de trucs, donc j'ai trop plein de bouquins dans la tête, là. En tout cas, vous constaterez comment on est connecté, parce qu'on, bien sûr, on se dit pas avant nos articles, hein, on aime bien les découvrir au moment où on enregistre. Voilà, là, les sujets étaient vraiment bien raccord. C'est plutôt sympa.
Et pour finir sur cette histoire de panspermie dont je parlais au tout début, c'est qu'en en fait, à chaque fois qu'un objet céleste va venir s'écraser sur une planète, hop, ça fait un petit éjaculat de matière qui se redirige vers l'extérieur de la planète. Après, en fonction effectivement de la gravitation, etc., ça sort ou ça sort pas. Mais c'est comme ça que il y a aussi des cellules purement terrestres qui sont en train de se trimballer dans l'univers parce que elles ont été extraites de la Terre à travers des écrasements de comètes ou de météorites. Voilà. Ouais. Il y aura peut-être une autre petite Natacha qui naîtra. Un autre petit Antoine Voilà. et qui vont eux aussi raconter des trucs pour que vous soyez bien installés, le chaud chaud là, des histoires. Il faisait froid, je trouvais que c'était sympa de raconter des petites histoires comme ça. De commencer l'année comme ça. Voilà. Bien voilà les amis, ben, n'hésitez pas d'ailleurs hein, si vous trouvez des articles sympas que vous aimeriez qu'on évoque. Hein, on a une adresse, c'est le journal des BN comme bonne nouvelle, @gmail.com, vous nous les envoyez et on pourra en parler. Et Natacha, en ce début d'année, quels sont tes projets pour 2025? Alors, mes projets sont de poursuivre, ce que j'ai fait, et d'avancer un petit peu sur le livre que j'écris. C'est-à-dire que là, comme tu le sais, je suis rédactrice dans la revue Infinité, donc j'écris des articles. J'y ai maintenant une rubrique qui m'est propre, c'est-à-dire que là, moi je suis thérapeute, hein, les amis, je vous rappelle, donc je suis thérapeute spécialisée par rapport au stress, à l'anxiété, aux émotions. Heu, je travaille sur le corps, sur le psychisme, donc la psycho-corporelle et le magnétisme. Donc mon projet, c'est vraiment de continuer de poursuivre, tout ça pour aider les gens à, à prendre conscience, en fait. Aider à ce développement de conscience que nous avons, dans cette humanité en évolution et pour ça, je passe par le corps. Donc accueillir les émotions, ce genre de choses et pour ça aussi, donc en tant que thérapeute et pour ça aussi en tant que rédactrice, j'aide les gens à avoir des clés pour, pour traverser leurs épreuves tout simplement, ce qui n'est pas une mince affaire à mon avis. Donc voilà, petit projet tout à fait perso, je vais bientôt avoir un poêle à bois. Ah, c'est bien ça. Et toi Antoine? Bah, moi, j'en ai déjà un petit peu parlé. Déjà, boucler le numéro 11 de Génération Stedor, vous êtes beaucoup à me le réclamer. Là, ça devrait être bouclé en janvier, et ce sera le dernier numéro. Natacha, d'ailleurs, y participe sur ce numéro spécial réincarnation. Et puis, mon autre projet du moment, c'est de développer eh bien ma chaîne secondaire, hein, Tolkien Collection. Allez, je vous la montre 2 secondes, et puis après, on vous embête plus. Promis. Voilà, je sais pas si vous avez eu la curiosité d'y aller. Ça monte tranquillement, hein, on est à 217 abonnés, donc je compte sur vous pour venir y faire un petit tour et puis vous abonner, ne serait-ce que pour, donner un petit coup de boost à la chaîne. Et tu sais, Natacha, je t'avais parlé de la fameuse lettre du Père Noël que j'écris chaque année. Bah, ça y est, là, que j'écris, n'importe quoi, que je déclame. C'est Tolkien qui l'a écrite, hein, il y a un siècle, et chaque année, je lis la lettre du Père Noël du siècle dernier. Donc voilà, là j'ai fait la lecture de la lettre qu'il avait écrite à ses enfants en 1924. Donc c'est vraiment une petite émission qui a aucune prétention, mais voilà, elle me tient à cœur celle-ci, parce que je pense que dans 20 ans, quand je les aurai toutes lues, ça restera dans les annales, voilà. Et puis aussi, je vous conseille les gazettes, hein, chaque mois, on sort les nouveautés au niveau des goodies, au niveau de tous les sujets d'actualité autour du monde de Tolkien. Je fais ça avec Quentin, et vraiment, on se régale à faire cette émission. Voilà, c'était le petit coup de projecteur. Donc l'objectif, c'est de développer cette chaîne et de dépasser rapidement les 1000 abonnés. Vous savez que c'est important sur YouTube. Voilà, Natacha. Bah écoute, on a presque réussi notre challenge de la demi-heure. Presque. Mais c'est déjà pas mal. On vous embrasse tous et on vous dit à Samedi prochain.
samedi prochain. À samedi prochain. Ciao, ciao, passez un très bon week-end. Bisous les amis. La Terre, finalement, aurait été enseminée par ensemencée. Moi, je l'étais. Pardon. Excuse-moi. Et la Terre aurait été fertilisée. Ah non, mais entre mes trucs à moi où j'arrive pas à prononcer les mots. Je sais pas quel terme employer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, Francis Crick. 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 J'ai eu un mélange dans ma tête avec le capitaine Kirk. Là, comme ça, brutalement, le jeune 941, Mir 941 chez moi a fait un bug. Bon, 2025 sera pas mieux, hein, je pense. On va perdre Natacha au bout d'un moment, c'est sûr. Vas-y, continue, Captain Kirk. Capitaine Kirk. Moi, je suis Spock. Donc, c'est les oreilles là. Puis pas que ça, hein. Comment ça? Donc, je suis quelquefois, je suis un peu bizarre. Donc Francis Crick. Attends, j'arrive même pas à le faire. Francis Crick. Ouais, je vous dis, on est au coin du feu là, on se raconte des histoires, mais qu'en pensez-vous? Est-ce que le NIR 941, est-ce que c'est une simple innovation génétique comme ça, qui sort du néant, ou un pont vers une conscience universelle? Ah, quand, en fait, quand je le vois comme ça à l'écran, je me dis, ouh, ça fait tout drôle. Allez, ça y est, je t'ai mis dans l'ambiance.